Eh bien, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette keynote dédiée au marketing et au marketing digital sur le leg virtuel. Je suis très heureux, très fier de recevoir Thomas Husson de chez Forrester, qui est VP Principal Analyst. J'ai réussi à le convaincre à participer au leg, j'en suis très très fier, je vais m'épister sur LinkedIn. Bonjour Thomas. Bonjour Yannick, merci de m'inviter. Je suis ravi d'échanger et de partager un certain nombre de tendances autour du marketing et du marketing digital. Ok, super. Alors, moi, je vais disparaître parce que je suis juste un petit présentateur et je laisse l'expert Thomas vous conter des choses très intéressantes quand on est CMO, surtout après cette période très chahutée pour tout le monde. Il y a pas mal de choses à voir. Je vous souhaite à tous un bon keynote. Thomas, merci et je te laisse la parole. Merci beaucoup Yannick. Alors pendant que je partage mon écran, je vais me présenter un peu plus en détail. Donc je suis Thomas Husson, je suis vice-président et analyste au sein du cabinet d'études et de conseil Forrester. Je suis basé à Paris et Forrester est un cabinet indépendant qui est entre la marque et ses prestataires, que ce soit des startups, des grandes plateformes digitales, des agences, des sociétés de conseil ou des acteurs du cloud. Et on partage des tendances, des best practices et on accompagne un certain nombre de nos clients sur ces thématiques et donc moi notamment sur les thématiques marketing et expérience client. Donc je vais prendre une demi-heure à peu près pour échanger et partager avec vous ces tendances sur 2021 et un peu au-delà. Et puis, on aura l'occasion d'échanger après avec des questions. Donc, n'hésitez pas à les poser tout au long de la présentation et puis à les avoir en tête pour notre échange de tout à l'heure. Donc, le premier point que je voudrais partager avec vous, c'est si on prend un petit peu de recul sur la crise qu'on a vécue et qui malheureusement n'est pas encore terminée, même s'il y a des signaux positifs dans pas mal d'économies dans le monde, c'est que souvent un des premiers réflexes quand il y a une crise, c'est de couper les budgets. C'est souvent une erreur, mais malheureusement, c'est ce qui se passe parfois. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce petit dessin, ce petit cartoon de Tom Fishburne que vous connaissez forcément si vous êtes dans le marketing, qui dit en gros, voilà, il y a un mémo en cas d'urgence, casser la glace, et l'idée, le message, c'est arrête, couper votre budget. Et on sait que voilà, beaucoup de directeurs marketing, en tout cas beaucoup nous ont dit effectivement devoir davantage jongler avec des investissements moins élevés ou en tout cas devoir encore plus qu'avant démontrer le ROI de leur campagne et puis plus généralement de leur fonction et s'assurer qu'on passe du marketing comme centre de coût à marketing comme centre de profit. Et du coup, on a posé la question au directeur marketing, quelles sont vos priorités? On fait ça régulièrement. Le dernier sondage qu'on a fait auprès d'un certain nombre de décideurs marketing à travers le monde, et on leur a demandé en mars 2021 quelles sont vos priorités. Et elles n'ont pas fondamentalement changé. Donc oui, réduire les coûts est important, mais c'est d'abord et avant tout la croissance des revenus et l'amélioration de l'expérience client et l'accélération évidemment autour du digital. Alors, une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose, c'est comment je justifie, comment je démontre finalement la valeur de cette expérience client. Et c'est pour ça que chez Forrester, quand on parle d'expérience client, on a un outil de mesure qui s'appelle le CX Index, qui est un baromètre de l'expérience client, qui est basé sur 3 éléments. Effectiveness, est-ce que je réponds aux besoins de mon client? Easiness, est-ce que c'est facile d'échanger, d'interagir avec lui? Et surtout, quelle émotion est-ce que je laisse? Ça, c'est l'émotion, on sait que c'est le facteur différenciant qui participe à la construction de la mémoire de la marque. Mais souvent, dans les entreprises, on va mesurer un taux de SAT-CLI, un taux de NPS, d'advocacy. Est-ce que je recommande la marque, le produit ou pas? Et ça, ce n'est pas suffisant selon nous. Il faut davantage mesurer la rétention, la fidélité, la customer lifetime value. Est-ce que je peux faire de l'upsell, du cross-sell de produits? Je suis navré de mon jargon un peu anglais. Je sais que les slides sont en anglais, mais je vais essayer d'expliciter peut-être parfois certains termes un peu jargonneux que j'utilise. Mais en gros, c'est de mesurer la qualité de l'expérience client et de lier ça à des indicateurs opérationnels et financiers, que ce soit le churn, que ce soit la fidélité et idéalement, effectivement, la capacité qu'a l'expérience client à réduire les coûts et à améliorer les revenus, tout simplement. Et quand on zoome un peu là-dessus sur cette priorité, finalement, les décideurs qu'on a interrogés, et ça varie, vous le voyez, selon les industries, selon qu'on est toute industrie confondue, retail ou CPG, mais
ce n'est pas une surprise avec la crise qu'on a vécue, il y a une accélération drastique du digital, donc il faut améliorer l'expérience en ligne. Et pour ceux qui ont des magasins, évidemment, quand même, améliorer aussi l'expérience en magasin, mais la digitaliser, hybrider finalement les parcours. Et on voit qu'il y a quand même d'autres éléments qui ressortent. Le premier que je viens d'indiquer, qui était sur la mesure de l'expérience client, d'améliorer la valeur perçue par le consommateur et aussi de transformer l'organisation pour qu'elle soit plus centrée autour du client. Alors ça, on en parle beaucoup, hein. La plupart des directeurs marketing ou des dirigeants vont vous dire on est centré client. Dans la réalité, c'est rarement vrai. Il y a très peu d'entreprises, moins de 10% selon nous, qui sont vraiment, entre guillemets, customer-centric. Et donc, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir améliorer ces parcours clients, eh bien, en fait, on voit bien que les clients aujourd'hui, les consommateurs, c'est vrai en Suisse comme dans tous les pays d'Europe, ben, finalement, ils veulent plus de choix, ils veulent des options différentes de paiement, de livraison. Alors en France, le drive est peut-être plus important, dans d'autres pays, c'est la livraison à domicile, à quelle rapidité, ils veulent pouvoir réserver un parcours avant d'aller en magasin pour avoir un conseil plus personnalisé, le click and collect. Voilà, tout ça se développe avec aussi des fonctionnalités où finalement ceux qui sont en magasin, les commerciaux, ben, de plus en plus ont aussi une démarche de conseil, d'accompagnement, de service client. On voit ça beaucoup en marketing, dans la banque ou dans certaines enseignes, notamment de luxe, qui vont accompagner leurs clients. Pandora, c'est un bon exemple d'une société qui a réussi à industrialiser cette démarche en justement combinant des options online et offline. Un autre exemple pourrait être tout ce qui touche au wallet marketing, qui enfin se développe à travers Apple Pay et Google Pay, des wallets de ces sociétés, où on va intégrer finalement, en plus du paiement, de la fidélité, du couponing, pour offrir une expérience plus fluide au magasin et arriver à les faire venir aussi en magasin, puisqu'on sait que même si le digital a augmenté, au final, en Europe, en moyenne, 85% des transactions se font encore offline, en magasin. Donc, même si le digital est en croissance, il ne faut pas oublier, et on le voit avec la réouverture des magasins un peu partout en Europe, que le business, il vient quand même des magasins, dont le rôle évolue. Hein. On a là un exemple de flagship store de Nike qui a ouvert sur les Champs-Élysées il n'y a pas longtemps. Mais Nike excelle à personnaliser justement cette expérience. Et presque, j'ai envie de dire, on a l'impression que leur magasin, c'est une extension de l'application. Tellement les parcours sont fluides entre le offline et le online. Et ce n'est pas un hasard si Nike réalise plus d'un tiers de son chiffre d'affaires en digital aujourd'hui et si ses revenus digitaux ont augmenté de 75% sur les derniers trimestres. Donc voilà un exemple de best practice dans ce domaine-là. Et souvent, la question, c'est oui, mais comment j'active les émotions sur le digital et sur mon parcours client? Parce qu'on a vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'émotion, c'est l'élément différenciant de la relation à la marque. Et ça, finalement, avec la crise qu'on a vécue, ça suppose d'aller un peu plus loin dans l'analyse des émotions. Il y a cette fameuse roue des émotions dont vous avez certainement entendu parler dans le domaine académique de Geoffrey Roberts, de Phil Will, déjà depuis 2015, où il y a voilà, 6-7 émotions principales, mais on voit qu'il y a beaucoup de nuances sur cette roue des émotions. Et souvent, comme c'est subjectif, les gens se disent « Ah, on ne peut pas mesurer les émotions, c'est trop compliqué ». Eh bien si, de plus en plus, l'évolution des mesures marketing et de la dimension des pratiques de l'expérience client montre que si, on peut activer certaines émotions et il ne s'agit pas toujours de… On peut aussi activer des émotions négatives, il peut y avoir de la friction qui finalement est positive. Le but, c'est quand même de réduire les irritants, mais il faut surtout comprendre les moments de vérité du parcours client pour autant que faire se peut, essayer d'activer les bonnes émotions au bon moment. Et ça va dépendre finalement des canaux. Et ça, c'est difficile avec la crise qu'on a vécue parce que certains ont souffert réellement, soit d'un point de vue sanitaire, santé, ont perdu des proches, soit financièrement parce qu'ils ont été impactés très significativement par la crise économique, où ils vont l'être malheureusement dans certains pays, où il faut quand même s'attendre à un certain nombre de faillites et de licenciements. Et donc, il faut aller au-delà de ce que les clients ont parfois même du mal à verbaliser eux-mêmes.
Et c'est pour ça qu'il y a des outils de plus en plus d'emotion analytics, d'écoute sur les réseaux sociaux, d'analyse de verbatim, de transcript de calls, de discussions dans les centres de service client qui permettent de faire ça. Et il y a certaines sociétés qui font ça mieux que d'autres. Je pense à Pure Insurance, qui est un assureur aux États-Unis, qui forme, qui recrute ses employés sur la base de l'émotion, avec ce qu'on appelle comme il y a le IQ, le QI, le quotient intellectuel, il y a le quotient émotionnel, et il va former constamment ses collaborateurs à cette démarche, qui est important parce que quand vous avez un sinistre, il y a le feu chez vous, vous avez un accident de voiture, ben, vos émotions ne sont pas nécessairement les mêmes qu'en temps normal. Et donc, il faut bien décrypter, quand on est en contact avec le client, cette nature des émotions. Et ça veut dire aussi qu'il faut trouver le bon contenu, le personnaliser, presque l'automatiser, j'ai envie de dire, en fonction des différents canaux qu'on utilise. On sait qu'il y a une prolifération des canaux sur les réseaux sociaux, sur le web, sur les applis, sur les chatbots. Les canaux se multiplient et du coup, il faut essayer d'extraire cette donnée qu'on a pour la transformer en insight et aller activer le bon contenu émotionnel sur les points de contact que le client, localement, dans les différents pays, va utiliser. Et j'ai eu la chance, il n'y a pas longtemps, d'interviewer John Alvorson, qui est SVP chez Mondelez, marque assez iconique dans l'univers CPG, qui a notamment les petits biscuits Oreo. Et il me disait, mais nous, on investit 25% de notre budget digital en personnalisation. Et ces outils-là, cette connaissance de la data, c'est ça qui nous permet finalement d'affiner quasiment nos contenus en temps réel. Et il y a ce petit visuel que j'aime bien, qui ne date pas d'hier, hein. Cette campagne-là, elle est de 2013. C'était en plein Super Bowl, donc l'événement par essence très médiatique aux États-Unis, mais dans le reste du monde aussi. Et il y a eu une coupure de courant totale en 2013. Et ça a duré pas très longtemps, mais il y a eu vraiment un blackout, un écran noir, on ne pouvait plus suivre. Et les équipes là, en temps réel, ont envoyé cette petite pub après sur les réseaux sociaux. You can still dunk in the dark. En gros, vous pouvez toujours dunker dans le noir, qui a eu un écho assez fantastique ensuite, mais qui, voilà, c'est juste un exemple, une anecdote pour dire, si on suit en temps réel ces consommateurs et qu'on analyse les bonnes données, on peut en quasi temps réel réagir avec un certain nombre de messages. Et ça, c'est vrai dans les outils de social listening qu'on utilise, mais c'est vrai aussi au niveau du service client dont on connaît l'importance dans l'interaction avec les consommateurs finaux. Il y a tout un tas de technologies, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous les voyez listées sur l'écran, du machine learning, des chatbots, du speech analytic, du conversationnel, etc., qui arrivent et qui permettent d'automatiser un certain nombre d'éléments de la conversation qui ne sont pas à valeur ajoutée. Si vous appelez un centre de clients pour changer un mot de passe, bon, c'est un peu frustrant, ça peut se faire automatiquement. Pour avoir un suivi de commande, il n'y a pas forcément besoin de parler à un conseiller. À l'inverse, quand on est sur de l'émotion, qu'il faut gérer un client mécontent, qu'il faut expliquer un produit plus complexe, on a besoin de l'expertise des conseillers de clientèle et de leur capacité à gérer les émotions. Il y a ces outils qui permettent, notamment avec une infrastructure IT et puis des outils de machine learning, d'aller sortir la bonne information au bon moment, faire des suggestions de produits, d'offres, d'éléments conversationnels. Et il y a pas mal d'acteurs qui font ça plutôt bien dans l'univers financier, notamment. J'ai mis quelques logos de ces marques qui sont un peu en avance. L'idée étant de dire, il faut placer le curseur au bon endroit entre l'automatisation, le digital et l'humain. La voix, ça reste le canal le plus empathique pour dialoguer. On est des humains, on est conçus pour ça. Et la voix est d'ailleurs sous-exploitée aujourd'hui comme mine, c'est une mine d'informations, ces enregistrements dans les call centers et toute cette analyse qu'on peut faire pour mieux comprendre l'intention et l'émotion du consommateur. Ça, ce sont des choses qui se développent et c'est pour ça qu'il faut arriver à vraiment combiner le offline et le online, le digital et l'humain. Et il y a une marque qui fait ça drôlement bien, c'est Starbucks. Starbucks en Chine, par exemple, et ils font ça dans pas mal de pays du monde, mais c'est quand même assez dingue d'imaginer développer, on est quand même en Chine sur une culture du thé, c'est pas du tout une culture du café. Et comment ils font?
Ben, ils utilisent notamment le mobile pour finalement synchroniser les expériences online et offline. On sait que la Chine est le pays par essence du mobile, ils sont très en avance là-dessus, mais ils arrivent justement, je parlais de wallet tout à l'heure, à intégrer des contenus, des goodies, des points de fidélité, des coupons à travers le mobile pour avoir une expérience plus fluide en magasin et finalement créer malgré tout cette interaction humaine dans les différents cafés qu'ils ont déployés en Chine. Donc le mobile n'est pas juste un canal, c'est aussi justement un levier de transformation entre les expériences online et offline. Et je parle de la Chine là, mais c'est justement un pays qui est fascinant à observer pour essayer d'anticiper, puisqu'on parle de tendance, ce qui va arriver demain. Pour moi, les directions marketing et l'innovation en général, dans les entreprises suisses comme ailleurs, elles sont très obnubilées par ce qui se passe aux États-Unis, dans la Silicon Valley, et elles ne regardent pas assez ce qui se passe à l'Est, en Asie et en Chine en particulier. Et vous avez évidemment, que ce soit ByteDance, TikTok ou d'autres acteurs, des valorisations de startups assez incroyables qui vont se développer aussi à l'international et qui vont se développer sur les fameuses routes de la soie en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Europe de l'Est et de plus en plus en Europe. Et toutes les innovations qui sont nées en Chine vont arriver en Europe. Elles vont prendre une forme différente, mais elles vont s'industrialiser. Les QR codes, on voit le renouveau avec la crise qui permet justement d'accéder à des menus, à des contenus sans contact. Ils sont très, très, très populaires en Chine et ils ont déjà atteint une taille critique. Le paiement mobile, les wallets, c'est Alipay et c'est WeChat Pay, ils sont largement, largement plus en avance qu'Apple ou Google dans le domaine. Le social commerce, le live streaming, cette notion de new retail où on va combiner le offline et le online, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, il se passe des choses incroyables en Chine. Et juste pour vous donner quelques ordres de grandeur, on ne va pas avoir le temps évidemment dans cette keynote de rentrer dans les détails, c'est plus pour dresser un panorama des sujets que vous allez aborder pendant toute cette conférence, mais le live streaming dans le secteur du luxe en Chine, c'est devenu la manière d'interagir préférée des Chinois, plutôt que d'aller sur un site web ou une appli, parce qu'on est à la frontière de l'entertainment, de la TV, entre guillemets, de téléachat, du médias sociaux et du e-commerce. C'est déjà un phénomène qui a atteint une taille critique en Chine et qui commence à arriver en Europe. On a des acteurs comme Fnac Darty, par exemple, qui a déjà fait plus d'une cinquantaine de sessions de live streaming où vous avez des influenceurs, des experts produits qui vont rentrer dans le détail de l'expérience que le produit ou l'offre peut amener. Et ils le font pour la Xbox, mais ils le font aussi pour des produits plus niches. Et ça fonctionne plutôt bien. Alors, c'est très naissant, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut investir à fond là-dedans, ça va se mettre en place progressivement, mais c'est juste pour donner une idée en termes de tendance de ce qui va arriver. Même chose autour de la réalité virtuelle, on ne va pas se raconter d'histoire, c'est niche encore aujourd'hui, mais si on se projette un petit peu dans les années à venir, petit à petit, on va avoir des expériences intégrées. Je parlais de paiement tout à l'heure. Ben, Alipay, par exemple, commence à tester, intégrer, développer des expériences qui sont finalement assez abouties en réalité virtuelle. Alors, c'est encore niche, mais on pense, nous, chez Forrester, que cette année, on va avoir une appétence un peu plus forte des clients. Alors, ça va être d'abord sur du gaming et de l'entertainment, mais il y a 5 à 10% des clients qui vont commencer à expérimenter, à tester la réalité virtuelle. D'autant plus, voilà, le contexte qu'on a connu facilite ce type de déploiement et d'expérience. Et un dernier domaine qui va se développer aussi, c'est tout ce qui est social commerce. Je disais que WeChat était en avance par rapport à Facebook. Il y a des acteurs comme Farfetch dans l'univers du mode et de la luxe et du luxe qui exploitent ça extrêmement bien et qui finalement utilisent les données sociales, pensent WeChat comme presque un CRM social pour aller justement aussi amener du trafic en magasin physique. Donc, il y a tout un tas de choses et de tendances à venir, de best practices à apprendre de la Chine. Mais vous allez me dire, oui, tout ça, c'est bien joli,
mais ce n'est pas encore industrialisable en Europe, c'est encore très naissant. Et le cœur de la bataille, c'est la donnée. On le sait, et quand on pose la question aux directions marketing, ils nous disent ça. Moi, mes défis, très clairement, vous voyez là, c'est assez clair. Oui, j'ai besoin de plus d'expertise pour ces nouveaux canaux, mais j'ai surtout besoin d'améliorer la qualité de la donnée que je récolte auprès de mes consommateurs, de gérer leur consentement. On sait que c'est de plus en plus compliqué, pas uniquement à cause du RGPD, mais aussi avec l'évolution des plateformes, avec Apple notamment, et le ATT, et la gestion du consentement dans les applications, ça devient un peu plus compliqué. C'est le respect de la vie privée du consommateur, et heureusement que ça se met en place. Mais c'est vrai, quand on est un marketeur, c'est un peu plus compliqué. Surtout si on veut à terme activer des données en temps réel, comme je l'évoquais, et puis personnaliser l'expérience client. Alors parfois, voilà, il faut se dire que la personnalisation, ce n'est pas de personnalisation. Si le client il ne veut pas partager ses données personnelles, il faut le respecter et il n'aura pas cette personnalisation-là. Mais c'est quand même souvent aussi d'essayer de créer une expérience différente pour justement obtenir ce consentement et expliciter en quoi il y a des bénéfices associés. C'est pour ça que de plus en plus de marques, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, essaient d'aller en direct auprès du client. Logique un peu D2C, on parle beaucoup des marques DNVB, encore un acronyme anglo-saxon, un Digital Native Vertical Brands, où on va en direct auprès du consommateur pour récolter cette fameuse first party data que le consommateur veut bien partager avec la marque. Et c'est ça qui va changer un peu le paradigme du marketing, c'est-à-dire que on va passer d'une logique finalement cross-canal assez traditionnelle de segmentation, de campagne, à une logique plus contextuelle, basée sur des déclencheurs, des micro-déclencheurs qui vont être plus réactifs, qui vont être déclenchés automatiquement, à presque une logique de marketing du moment qui sera plus individualisée, pas forcément de one-to-one, mais déjà sur de la micro-segmentation ou sur une segmentation qui est générée à la volée en fonction justement du comportement consommateur et qui de plus en plus sera en temps réel ou quasi temps réel et qui sera même presque prédictive. Et ça, la difficulté, quand on pose la question aux entreprises, finalement, comment vous vous adaptez à ce changement? On sait qu'il faut être plus adaptif, plus agile, plus résilient et bouger plus vite. Ça, on l'a bien compris. Mais comment on fait pour justement anticiper ces changements, modéliser l'évolution des comportements consommateurs qui sont moins rationnels qu'avant et plus difficiles à prévoir pour personnaliser l'expérience? C'est un gros enjeu, ça, pour la plupart des marques, et c'est difficile à faire. Il n'y en a pas beaucoup qui le font bien. Moi, j'ai en tête un exemple, j'allais dire du monde d'avant. Non, parce qu'heureusement, enfin, on peut revoyager, mais je me souviens, j'allais régulièrement, je voyage pas mal en Europe, et j'allais souvent dans les pays scandinaves en 2019, et j'arrivais, je voyageais avec SAS, et j'arrive à l'aéroport d'Oslo. Allez, 15 minutes après avoir débarqué, je reçois une petite notification sur mon téléphone qui me dit « Ah, le train pour Oslo City part de la plateforme numéro 3, du quai numéro 3, dans 27 minutes. » C'est exactement l'information que je m'apprêtais à découvrir sur mon téléphone. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est fait en partenariat avec un opérateur de transport en commun qui ne fait pas partie des SAS. Donc, c'est cette logique d'expérience client de partager aussi de l'information, des données avec un écosystème de partenaires pour offrir une expérience de bout en bout pour le client en fonction de ce qu'il veut réaliser. Et je disais que ce n'était pas facile à faire. Dans le domaine du retail, pas se leurrer, tout le monde sait qu'il faut investir dans l'intelligence artificielle et comme tout le monde commence à le faire. Mais il y en a assez peu, moins de 10%, 7%, qui, selon nous, arrivent réellement à activer ces insights pour tirer parti de l'intelligence artificielle et se différencier. Parce que finalement, il faut savoir quand introduire cette notion d'intelligence artificielle. Il y a des boîtes qui font ça beaucoup mieux que d'autres. Netflix, Disney, ce sont des bons exemples. Et j'aime beaucoup cette citation de Laura, qu'on a interviewée, Laura Evans, qui est SVP Data pour Disney Streaming Services. Elle nous a dit
dans une interview qu'on a faite avec elle, dans un accompagnement qu'on avait avec le groupe Disney, que, en fait, l'AI, l'intelligence artificielle, c'est comme votre meilleur ami. En fait, il vous connaît parfaitement et il sait ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Mais la question, c'est comment l'introduire et à quel moment pour pas que ce soit perçu comme intrusif. Parce que je l'évoquais tout à l'heure, les données personnelles, c'est vraiment un enjeu clé. La notion de vie privée, les consommateurs en Europe en particulier, et dans différents pays européens, ils sont extrêmement sensibles. Et en fait, si on regarde sur deux axes, il y a un risque associé à la donnée. On a des données qui ne sont pas sensibles et on a des données qui sont extrêmement personnelles. Et bien, dans les algorithmes, c'est exactement la même chose. Vous avez des approches qui sont basées sur des règles relativement simples. Hein. On parle d'A/B testing, bon, ça c'est pas très, très, très compliqué, jusqu'à des algorithmes extrêmement opaques quand on parle de recommandations basées sur des données personnelles, sur la météo, sur un achat passé. Et donc, il y a un degré de complexité qui fait que oui, ça peut être extrêmement euh, profitable de mettre en place ces algorithmes sur des données très, très personnelles, mais il y a un risque plus important. Et donc, il faut avoir une certaine gouvernance autour de la donnée pour être capable de réellement tirer parti de l'intelligence artificielle dans une organisation. Et ces enjeux autour des valeurs, finalement, autour de la vie privée, sont de plus en plus importants. Les directeurs marketing, de plus en plus, vont devoir développer cette notion de confiance. Apple le fait très bien depuis déjà quelques années. Alors, on peut dire que c'est dans leur propre intérêt, dans leur modèle économique, et oui aussi, ils récupèrent de la donnée. A priori, ils ne la partagent pas avec des tiers. Ça pourrait être à terme, et c'est pour ça que beaucoup d'annonceurs et publicitaires sont vent debout, parce que finalement, il y a un peu du deux poids, deux mesures par rapport à leur gestion du consentement. Ça n'empêche que c'est un des acteurs qui est vraiment en pointe et qui donne le là sur le respect de la vie privée. Et c'est pas que la vie privée, hein, cette notion de valeur, d'engagement des marques, elle s'accélère avec la pandémie. La préférence pour les marques qui respectent l'environnement, qui aident leur communauté locale, qui respectent leurs employés, a quasiment doublé en Europe. Ce n'est pas le critère d'achat numéro un, ça reste le prix, mais ça prend de l'importance. Et on voit bien que finalement, le Covid, c'est qu'une première étape, entre guillemets, dans l'évolution de ce qui nous attend entre le changement climatique, le risque d'évolution de la biodiversité. Et il y a eu une vraie prise de conscience individuelle des consommateurs autour de ces notions-là. C'est vrai en Europe, c'est vrai aux États-Unis aussi avec le changement politique. Et du coup, on voit de plus en plus de marques s'engager dans cette dimension-là, dans l'économie circulaire, Zalando, Ikea, avoir des approches de design, d'éco-conception produit. Et ça, c'est important parce qu'il va falloir dire ce qu'on fait. Les marques vont devoir s'engager. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette citation de Bob Moritz du groupe PwC, qui dit ben, finalement, pour recréer la confiance, les marques vont devoir expliquer comment elles contribuent à la société. Et celles qui ne le font pas verront leur marque détruite. C'est une prise de position assez forte, mais que chez Forrester, on rejoint totalement parce que les consommateurs sont de plus en plus défiants et les employés aussi, les collaborateurs, vos collaborateurs, ils veulent du sens au quotidien, ils veulent savoir en quoi ils contribuent à l'expérience de leurs clients, mais aussi en quoi ils contribuent à la société. Et c'est pour ça qu'on pense que, et je terminerai par ça, le directeur marketing va devoir de plus en plus s'impliquer sur l'expérience collaborateur, sur la transformation culturelle de l'entreprise. On ne peut pas raconter une chose à l'extérieur, en broadcast, en marketing, en pub, et puis autre chose à l'intérieur. Les collaborateurs ont besoin d'y croire et il faut les transformer en ambassadeurs. Et ça suppose pour le directeur marketing de revenir à l'essence de son métier, qui n'est pas forcément de créer des besoins, qui n'est pas forcément de communiquer, ce n'est pas que de la pub le marketing, c'est d'abord et avant tout une compréhension très fine du consommateur, de ses besoins, de ses attentes, c'est être en prise avec la société, et oui, c'est développer une stratégie de marque, mais c'est surtout exécuter et transformer cette promesse de marque en une vision de l'expérience client. Et ça suppose une transformation de l'entreprise. Quand on parle chez Forrester d'obsession du consommateur,
Ça peut résonner bizarrement en français, mais c'est ce dont parle Amazon, qui est quand même plutôt doué dans ce domaine-là. C'est une transformation d'entreprise. Il faut du leadership, il faut incarner ce changement et il faut développer ça dans les opérations de l'entreprise. Et c'est pour ça que le directeur marketing doit élever son rôle, doit transformer son rôle pour participer à la transformation de l'organisation pour qu'elle soit davantage centrée consommateur. J'ai parlé longtemps, comme souvent, trop longtemps, mais avant qu'on prenne vos questions avec Yannick, je voudrais juste vous laisser avec 3 messages clés. Le premier, c'est qu'il faut activer le bon mix d'émotions. Il ne faut pas avoir peur des émotions. Oui, c'est subjectif, mais la science des émotions évolue et on peut les activer selon les parcours clients et il faut hybrider tout ça. Il faut mélanger le online et le offline. C'est ce que vos consommateurs attendent et la crise a accéléré ce phénomène-là. Deuxièmement, on sait qu'il faut personnaliser l'expérience client et être dans du prédictif. C'est facile à dire, mais pour pouvoir le faire, il faut vraiment mettre en place une gouvernance de la data. C'est la seule façon de faire. Ce n'est pas en créant un data lake et en travaillant avec vos amis de la DSI que vous y arriverez s'il n'y a pas un changement culturel des process et de l'organisation autour de la gouvernance de la data. Et si vous voulez élever en tant que directeur marketing votre rôle dans l'organisation, il faut arrêter de penser campagne, il faut arrêter de penser pub, il faut arrêter de penser promotion, il faut penser expérience client et il faut réduire l'écart entre l'expérience de marque, ce que vous racontez à l'extérieur, l'expérience client, comment perçoivent les interactions qu'ont les clients avec votre marque et l'expérience collaborateur. Il faut redonner du sens à tout ça. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter et surtout à poser des questions. Maintenant, je vais arrêter de présenter, Yannick, ce sera plus sympa pour échanger avec ton audience et avec les entreprises suisses qui nous écoutent. Eh bien, merci Thomas. Super. Moi, j'ai été passionné, captivé depuis le début. Donc, merci. Donc, on se retrouve tous en live puisque cette session était préenregistrée pour des raisons pratiques. Par contre, Thomas est à nos côtés directement en live. Vous avez posé des questions tout au long de sa session et Thomas, on va en sélectionner 2, 3, celles qui semblent les plus pertinentes parce qu'on est pris par le temps. À tout de suite. On arrive, on débarque et on répond en live à vos questions. Eh bien voilà, merci à tous, merci Thomas, c'était passionnant, moi j'ai adoré. Eh bien je vais te laisser prendre la parole parce que les questions étaient timides au début et tout arrive en même temps. Je te laisse la parole et puis j'interviendrai en fin de session. Allez. Ça marche. Merci Yannick. Écoute, j'espère effectivement qu'on aura le temps de répondre à toutes les questions parce qu'il y en a plus que je ne pensais. Donc il y a une première question que j'ai publiée là et je n'ai pas pu toutes les publier. Peut-on transmettre l'expérience collaborateur et l'intégrer dans l'expérience client? Alors, c'est une excellente question et ça touche effectivement à comment j'ai défini une promesse de marque par rapport aux valeurs de ma marque, cette authenticité qui fait l'unicité de la marque, comment je traduis ça dans une vision de l'expérience client. Et cette vision de l'expérience client, c'est plus un mémo interne, un document interne, presque une charte qui va modéliser les comportements des consommateurs. Des collaborateurs, pardon. Et c'est là où, quand les salariés comprennent en quoi, dans leurs fonctions respectives, ils contribuent à l'expérience client, qu'est-ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce qu'on veut éviter de voir, qu'est-ce qu'on veut voir davantage, si on a des logiques de reward, de de ces comportements, on commence à faire évoluer les comportements consommateurs et c'est comme ça qu'on change une culture d'entreprise. Parce que ça ne se décrète pas, on ne dit pas on devient centré client comme ça du jour au lendemain, ça suppose effectivement de définir, de traduire, c'est quasiment un exercice de traduction, une promesse de marque en une vision de l'expérience client et puis de travailler avec les RH et l'IT pour permettre aux collaborateurs de faire leur job. Et c'est ça, quand on est à l'intersection de l'expérience collaborateur et de l'expérience client et qu'on applique des principes de l'expérience client, de parcours collaborateur, qu'on récupère ces données-là, qu'on améliore au final aussi l'expérience collaborateur et donc l'expérience client. J'étais un peu long, je vais faire un peu plus court, je crois, parce qu'on a pas mal d'autres questions. Il y a une question, je crois, d'Adeline sur le gaming et les opportunités du gaming en marketing, et qui dit notamment, peut-être que on ne touche pas forcément la cible voulue. Alors, je pense qu'il y a
il faut distinguer peut-être tout ce qui est casual gaming, qui est beaucoup plus démocratisé que ce que l'on veut bien croire. Hein. Ce n'est pas que les jeunes et les ados qui jouent aux jeux sur mobile. Il y a beaucoup plus de gens que ça. C'est des démographies qui sont assez larges. Donc, en termes de cible, on peut parfaitement affiner la cible que l'on veut viser. C'est pas tellement un problème d'audience. Après, c'est plus dans la mécanique qu'on met en œuvre pour engager le consommateur. Et là, certaines plateformes de gaming ont des outils d'analytics assez puissants qui permettent quand même d'aller toucher la bonne personne. Il faut en revanche traduire le discours de la marque pour s'assurer qu'il résonne avec l'audience qu'on veut viser. C'est peut-être un peu différent sur des nouvelles plateformes de type Fortnite ou Twitch, où là, on va être sur des profils de gamers quand même un peu différents, même si ça s'est démocratisé aussi. Et là, on voit de plus en plus de marques, effectivement, aller sur cette démarche. Donc, ça suppose peut-être des compétences un peu plus spécifiques par rapport à cette audience et à la mécanique d'engagement qu'on trouve sur les jeux, sur tout ce qui est mécanique spécifique aux jeux et avec des notifications, avec des approches mobiles un peu particulières. Donc, il y avait ces questions-là. On avait aussi des questions sur les cohortes Google, puisque les cohortes Google, c'est ce que Google va mettre en place effectivement à partir du moment où il n'y aura plus ce système de cookies, avec une approche qui va permettre d'affiner le ciblage. Alors, c'est une solution effectivement qui est en cours de déploiement et de test. C'est encore un petit peu tôt pour dire si c'est aussi fin. Ce sera probablement moins fin également que des données individualisées. Mais très clairement, c'est un sujet sur lequel il faut se préparer, qu'il faut anticiper. On l'a vu avec Apple sur ATT, sur l'app tracking, qui limite évidemment le type de données qu'on peut obtenir. Ce qui va quand même, qu'on le veuille ou non, dans le sens du consommateur, hein, c'est plutôt un bénéfice pour la vie privée. Alors, c'est effectivement plus gênant pour des publicitaires, mais il y a d'autres moyens qui vont probablement se mettre en place. Les corps Google en font partie. Il y a d'autres solutions cookieless aussi qui vont voir le jour, mais ça suppose de vraiment réfléchir aux données qu'on veut absolument collecter. Et c'est là où c'est pas forcément de la big data, hein, c'est plutôt de la small data. Quelles sont les données vraiment les plus pertinentes dont j'ai vraiment besoin, plutôt que de prendre un filet de pêche pour tout ramasser. Il faut peut-être mieux être un peu plus ciblé pour justement engager les bonnes audiences, que ce soit sur le gaming ou ailleurs. Ouais, juste une parenthèse, nous on est cookie-less au LEC. Il n'y a aucun cookie, rien de tracker. C'est juste pour que vous retrouviez vos sessions, donc on est assez fiers de ça. Moi j'avais une petite question. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions parce que c'est un privilège d'avoir Thomas avec nous, hein, parce que comme vous le voyez, il a réponse à toutes les questions et ça c'est super quali. Moi je voulais te demander, Thomas, si en fait ce Covid, en fait, il a accéléré certaines tendances qui commençait vraiment à se démocratiser. Je parle du click and collect, du drive, de l'omnicanal, du multicanal. Est-ce que le Covid, oui, il a accéléré certains trucs, mais est-ce que ça va perdurer ou c'est une variable d'ajustement? On va retomber au marketing d'avant Covid ou vraiment il y a eu vraiment dans certaines choses vraiment une sorte de booster qui va vraiment définir le marketing dans certaines choses à moyen voire long terme? Je pense que ça va perdurer. Et oui, c'est d'abord et avant tout un booster et un accélérateur de tendance qui était là avant. C'est juste qu'on on a changé un peu d'échelle. Et sur la part du digital, par exemple, dans les ventes, je disais tout à l'heure, on est à 15% en moyenne en Europe. Au UK, on est déjà à 25%. En Chine, on est encore au-dessus. Et la question, c'est jusqu'où on va s'arrêter, entre guillemets. Mais moi, je pense que dans les années qui viennent, et ce qu'on constate nous dans les modélisations qu'on fait, c'est que dans certaines catégories qui étaient très en retard, comme l'alimentaire, tu en parlais du drive, du click and collect, etc., ça va doubler dans les prochaines années, mais parce qu'on part de plus bas. Mais la majorité des transactions vont continuer à se faire en magasin. Après, dans d'autres secteurs, on va être quand même davantage sur une part du digital plus importante. Et encore une fois, ce que j'essayais d'évoquer dans la présentation sur ce qui se passe en Chine,
je ne dis pas qu'on va vers un monde chinois où tout est totalement digitalisé, où on est à des parts de digital de 40 à 50%. Ça sera vrai uniquement dans certains pays, dans certains types de produits. Mais c'est cette logique d'hybridation du online et du offline. Et quand même, tout ce qu'on voit, je me souviens, les QR codes, ça fait un paquet de temps qu'on en parle. Bon, ben voilà, aujourd'hui, il y a eu cet effet catalyseur qui fait qu'on va les utiliser plus facilement parce qu'on est dans une logique sans contact, que ce soit pour un menu de resto ou pour autre chose. Donc, ça va continuer à se développer. Et après, il y a des changements plus profonds, je pense, qui vont avoir lieu, mais qu'on ne voit pas encore par rapport à l'évolution du télétravail. Et forcément, si les gens commencent à déménager un petit peu, même si c'est un faible pourcentage qui veut quitter les grandes villes, les transports en commun qui sont moins utilisés, tout ce qui est drive piéton qui se développe, le cyclisme qui se développe, le fait que si vous passez 1 ou 2 journées chez vous, forcément, ça va avoir un impact sur le trafic dans les magasins, dans les centres commerciaux. Donc, il y a énormément de modifications un peu plus fines qu'on ne voit pas, qui sont à l'œuvre et puis qui vont arriver avec des nouveaux comportements, mais qui ne sont pas encore arrivés. On est plus sur une accélération des tendances passées. Je vois qu'on a une nouvelle question là de Julien. Je te laisse la regarder. Oui, je vois ça à l'instant. Et il y en a plusieurs d'ailleurs. Je n'ai pas forcément le temps de toutes les voir. Désolé. Direction expérience client marketing. Y a-t-il des modèles d'organisation plus efficaces que d'autres ? C'est une excellente question parce que il n'y a pas une seule réponse parce que ça dépend un peu de l'historique de l'entreprise et de son modèle, mais souvent on voit des tensions organisationnelles entre les équipes digitales, des équipes marketing, des équipes expérience client qui sont parfois séparées et souvent d'ailleurs séparées du marketing. On a des cas où c'est le marketing qui rapporte à l'expérience client, d'autres cas où c'est l'inverse, comme chez CVS ou Walgreens, où le patron du marketing, il rapporte à l'expérience client. Puis il y a des cas où l'expérience client n'existe même pas. Donc l'enjeu, je pense, c'est pas de se concentrer sur l'organisation. Il y a souvent un peu des guerres d'ego, on va pas se raconter d'histoire et des politiques internes qui font que cette collaboration n'existe pas. Mais pour la faire exister au quotidien, pour qu'il y ait une vraie convergence entre le digital, le marketing et l'expérience client, je pense qu'il faut vraiment partir sur un certain nombre d'opportunités autour des compétences, sur tout ce qui est parcours client, sur tout ce qui est compréhension du client. C'est au cœur du marketing, la compréhension des besoins et des attentes clients. Et il y a des méthodologies d'expérience client, que ce soit des outils qu'on appelle de convergent thinking, de divergent thinking, de parcours client, d'idéation, de design thinking. Il y a tout un tas de méthodologies et d'outils qui sont très, très, très utiles et que les marketeurs ne maîtrisent pas forcément. Après, ça peut être sur des logiques de formation, de training, de recrutement conjoint entre les équipes pour faciliter et obliger à penser finalement le parcours client. C'est une bonne opportunité. Et là-dessus, pour finir de répondre à cette question, je pense que c'est intéressant de se concentrer aussi sur les parcours d'acquisition. On fait souvent l'erreur de dire le marketing, c'est la promotion, c'est la pub, c'est l'acquisition, ce qui est faux. Et l'expérience client, c'est la rétention, c'est l'usage. C'est totalement faux. Le marketing et l'expérience client doivent être imbriqués sur l'ensemble du parcours client. Et c'est ça qui est vraiment un élément de différenciation, en tout cas dans les marques qui le mettent bien en œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le pipe? Dans le pipe, on a d'autres questions. Comment voyez-vous l'évolution du network marketing, spécialement quand on parle d'expérience client, d'intégrer de l'humain dans la relation client? Excellente question. Alors, sur tout ce qui est human-centered design, etc., il y a notamment en Suisse, je pense à Swiss Post qui fait des choses très, très intéressantes et qui a des équipes très, très développées là-dessus. Et on voit de plus en plus d'entreprises, effectivement, vraiment partir de quand on dit partir du besoin client, ça sonne comme quelque chose d'un peu évident et conceptuel, mais c'est vraiment d'avoir des démarches, par exemple, un peu novatrices en termes de compréhension de cette problématique-là. Ça va être des choses comme l'ethnographie, l'observation, des tendances aussi un peu plus sociétales, pour être sûr qu'on est en phase entre la société et les choses qui ne sont pas verbalisées, qui ne sont pas exprimées, ce que j'essayais d'évoquer dans la présentation, où
savoir comment les consommateurs ont été impactés par la crise, eux-mêmes ont souvent du mal à le verbaliser, à l'exprimer. Donc, des outils centrés autour de l'émotion, justement, des consommateurs, ça permet de se rapprocher de cette logique plus humaine, d'avoir une logique plus empathique. Ça suppose de recruter et de former les collaborateurs qui sont davantage prédisposés à ces tâches et essayer de les accompagner en leur donnant les outils qui leur permettent justement de se concentrer sur ce dialogue avec le consommateur et sur cette compréhension un peu plus fine du besoin du client et de tester aussi, de co-créer avec le client. C'est la meilleure façon de s'assurer qu'on remet l'humain au centre. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas des outils digitaux, parce que voilà, parfois c'est important et c'est plus rapide et c'est plus simple pour des questions qui le justifient. Mais ça veut dire savoir où on place le curseur justement entre le digital et l'humain. Et là-dessus, on sait que la voix est particulièrement importante comme voilà, canal le plus empathique. On est en train de dialoguer là, on échange. Alors, même si c'est entre guillemets en virtuel, c'est quand même plus engageant que de faire ça sur un chatbot. Enfin, j'espère. Oui, je confirme. Ah, on a encore une petite question là qui vient d'arriver. Les programmes de fidélisation ont-ils toujours le vent en poupe? Oui, mais ils changent de nature. Ils ont le vent en poupe parce que les coûts d'acquisition ont tendance à augmenter et en période de crise, il vaut mieux acquérir les clients qu'on peut garder et mettre l'emphase souvent sur la rétention. C'est ce qu'on constate, nous, dans beaucoup d'industries. Et ce qui change dans les programmes de fidélité aujourd'hui, c'est qu'ils sont moins centrés sur une logique un peu traditionnelle de programme à points, mais plus centrés sur cette thématique que j'évoquais autour du développement durable, où on commence à voir des choses plus intéressantes qui sont liées aux valeurs de la marque. Par exemple, si vous consommez certains types de produits, vous allez pouvoir, dans un programme de fidélité, faire des dons à certaines associations, participer à des activités. Si vous recyclez vos produits, vous allez peut-être avoir, c'est pas forcément une logique de points, mais ça peut être une logique d'échange, de participer à des choses qui vous intéressent. Une rétention client qui est moins un programme à points économique traditionnel, centré sur la consommation, et plus centré justement sur le besoin du consommateur, ses centres d'intérêt avec des éléments non transactionnels et plus serviciels. C'est comme ça que les marques vont se différencier justement des marketplaces, des places de marché, pardon, j'utilise toujours mon jargon anglais, des places de marché, et c'est ça qui va permettre de créer un attachement durable à la marque, c'est cette notion de serviciel et de rétention et d'être reconnu comme client, respecté en tant que client, pas simplement dans une logique prix et transactionnelle. Très bien. Alors, moi, j'ai une question. Alors, ça pourrait mériter une conf en entier. Là, on a parlé beaucoup de B2C. Oui. Alors, il y a des choses qui doivent s'appliquer certainement au B2B, mais on sait que c'est quelque chose de très spécifique, le B2B. Et Dieu sait que je connais bien le canal. Alors, est-ce qu'il y a des tendances de tout ce que tu as dit sur le B2B qui peuvent ressortir, qui sont différentes ou qui sont pareilles que le B2C, par exemple ? Il y a pas mal de tendances qui sont communes, notamment sur la notion de valeur de la marque, de prise de position, où les marques s'engageaient de plus en plus. Et donc, dans le B2B, ça veut dire aussi quels sont vos partenaires. Si on regarde tout ce qui est sourcing, achat, est-ce qu'on veut travailler avec les sociétés qui aussi s'engagent, par exemple, sur le développement durable, qu'on voit même pratique. On parlait de privacy tout à l'heure sur les questions des corps de Google. C'est aussi ça. Si vous avez un système d'adtech et un stack adtech ou martech qui n'est pas vraiment conforme à la réglementation, vous avez des doutes sur certains fournisseurs, il faut les auditer. Donc ça, c'est vrai sur cette approche un peu d'écosystème, de partenariat. C'est un point important. Et puis sur on voit les comportements aussi qui se rapprochent de plus en plus, parce qu'au final, dans le B2B, c'est quand même des individus qui sont derrière, même s'ils sont plusieurs, même si c'est des groupes d'individus qui prennent des décisions. Et souvent, je parlais d'émotion tout à l'heure, on a tendance à dire c'est surtout dans le B2C. Et en fait, non, c'est beaucoup dans le B2B parce qu'il y a justement un enjeu qui est plus important, parce qu'on est souvent sur des décisions
qui engagent des montants beaucoup plus importants, parfois des millions, des dizaines de millions d'euros sur des achats en B2B, et que ça engage aussi la carrière de l'individu qui est derrière. Donc cette notion d'émotion, elle est vraiment importante dans le B2B et ça commence à être reconnu. Et puis après, oui, il y a des spécificités, évidemment. Le B2B est en général un peu moins mature que le B2C sur ces thématiques-là, a davantage tendance à rapporter aux équipes commerciales et à être moins indépendant, à être plus un support de l'offre et des équipes commerciales, plutôt que un marketing qui va réellement réfléchir aux évolutions du marché, à entrer sur des marchés adjacents, à lancer des nouvelles offres, des nouveaux produits. Et quand c'est le cas, les acteurs sont plus en avance de phase, en général plus matures, et ne font pas, entre guillemets, que du lead gen, générer des leads pour les équipes sales. Et c'est important de le faire aussi. Et pour ça, une des spécificités, c'est aussi justement l'automatisation des tâches, des outils qui permettent, avec du machine learning pour ceux qui sont un peu plus avancés et des approches qu'on appelle ABM, de Account-Based Marketing, qui sont plus matures. Et ça, c'est vrai qu'il y a une question tout à l'heure sur les PME, c'est plus pour des grands groupes, mais les principes sont tout aussi valables, et je sais qu'il y a beaucoup de PME en Suisse qui peuvent être tout à fait pertinents. C'est juste une question de peut-être pas saupoudrer et pas disperser ses moyens, mais de se concentrer, parce qu'on a en général des budgets inférieurs, mais on peut tout à fait faire les mêmes réalisations, et il y a des PME qui y arrivent très bien, donc il n'y a pas de raison que ce soit réservé qu'aux grands groupes. Très bien. Il y a un truc qu'on a beaucoup parlé. Qu'est-ce que tu penses, toi, du live streaming, le potentiel du live streaming, c'est quelque chose d'important dans ces tendances actuelles ou à venir? Je l'ai évoqué effectivement tout à l'heure, et il y a pas mal de buzz là-dessus en ce moment, parce que ça marche, ça atteint plus qu'une taille critique en Chine, en particulier dans l'univers du luxe. C'est le moyen d'interaction privilégié des consommateurs chinois avec les marques de luxe, devant le web, devant le mobile, devant tout ce qu'on veut. Et ça commence simplement à se déployer en Europe, dans différents pays européens. Donc on est encore très loin d'une industrialisation, parce que déjà il faut qu'il y ait connaissance et qu'il y ait un marketing qui soit fait pour que les gens simplement savent ce que c'est, que ce soit bien fait, puis ça doit être pas mal encore testé, piloté, rodé, adapté à l'univers suisse et à l'univers européen. Mais c'est assez encourageant. On voit pas mal de marques qui commencent à déployer ça de manière plus récurrente, plus régulière. Ça coûte pas forcément très cher. Après, il faut de manière très pragmatique, très concrète, trouver ce qui marche et ce qui marche pas. Est-ce que c'est un influenceur? Est-ce que c'est une célébrité? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui a utilisé le produit? Parfois, quand c'est un commercial qui le fait de manière très authentique et très simple, ça a une grande valeur. Il n'y en a pas besoin d'avoir un influenceur pour parler du produit. Puis c'est des sessions en général qui sont plus courtes. C'est particulièrement vrai sur le marché français ou suisse. Les gens ne vont pas rester une demi-heure ou 40 minutes à regarder un live stream. Ils veulent 10 minutes, l'essentiel. Ils veulent pouvoir échanger entre eux. Et puis, il faut trouver le bon créneau. Ce n'est pas toujours les mêmes horaires selon les cibles de consommateurs. Je sais que, par exemple, moi qui suis basé à Paris, en France, c'est plutôt en fin de journée, plutôt vers 17h30, 18h, le plus tôt le jeudi ou le vendredi. Ça marche mieux. Donc voilà, il faut vraiment itérer pour voir ce qui marche bien et l'intégrer dans un dispositif marketing, sachant qu'il y a quand même des secteurs, la mode, l'habillement, le luxe. C'est logique, on voit la démo, entre guillemets, du produit ou tout ce qui est produit électronique. C'est pour ça que la Fnac a fait plus d'une 50aine de sessions, parce qu'on est sur des produits un peu plus techniques qui demandent un peu plus d'expertise. Ouais, j'ai vu que l'alimentaire explosait aussi de ce côté-là. L'alimentaire, avec tout ce qui est recettes, cooking, il y avait de plus en plus d'influenceurs qui étaient spécialisés dans l'alimentaire. Ça commence effectivement avec Moulinex et d'autres. Ouais. Bon, voilà. Je crois qu'on a fait un peu le tour. C'était super passionnant. Merci vraiment, Thomas. Merci à toi, Yannick. Ravi d'avoir pu partager ça. Et puis, continuer les échanges par la suite si tu reçois d'autres questions. Avec grand plaisir. Je fais juste une petite annonce. Si le Cookieless vous intéresse, demain, on a une keynote d'une VP marketing qui s'appelle Alexandra de chez Philips, qui fait une keynote passionnante là-dessus. Donc, si le sujet vous intéresse, c'est demain. Vous pouvez toujours vous inscrire en ligne. Thomas, mille merci. Mille merci à tous d'avoir été présents en cette fin d'après-midi. Et tout de bon, comme on dit en Suisse. Merci. Merci, au revoir. Salut Thomas.